est temps de retrouver l'histoire des Juifs de France comme promis avec, comme tous les jours, la complicité de Christophe Dard. Et pour ce nouveau chapitre, Christophe, nous allons reprendre notre petite série consacrée aux grands rabbins de France. Et oui, rappelez-vous, il y a quelques mois, nous vous avions proposé un portrait de chacun d'entre eux au cours du 19e siècle. Et bien aujourd'hui, nous allons évoquer le destin des grands rabbins de France de la première moitié du 20e siècle. Et d'abord, Christophe, revenons sur celui qui meurt en 1905 et dont nous avions déjà évoqué le sort, Zadok Khan, grand rabbin de France depuis 1889. Son grand rabbinat a été marqué notamment par une flambée de l'antisémitisme liée entre autres à l'affaire Dreyfus. Zadok Khan a d'ailleurs été un ardent défenseur de l'innocence du capitaine. Oui, exactement. Zadok Khan qui doit aussi faire face durant son grand rabbinat à l'afflux de nombreux juifs venant d'Europe de l'Est pour échapper aux nombreux pogroms qui frappent cette partie du monde. Ils arrivent en France dans une extrême pauvreté. Ils ne parlent pas la langue française. Khan, qui a une fibre humanitaire et sociale, a l'idée de leur permettre à certains d'entre eux d'émigrer à l'étranger pour vivre de l'agriculture. Il se tourne ainsi vers le philanthrope et financier d'origine allemande, le baron Maurice de Hirsch, qui a investi dans les banques de plusieurs pays et fondé en 1891 la Jewish Colonization Organization. Ainsi, Khan organise l'émigration des Juifs persécutés, principalement ceux de Russie, vers l'Amérique, aussi essentiellement l'Argentine, mais aussi en Palestine, conformément au projet de Théodore Herzl qui veut y fonder un foyer national juif. Khan a échangé d'ailleurs de nombreuses lettres avec Théodore Herzl lorsque ce dernier était journaliste à Paris, correspondant pour un journal viennois, mais Khan, qui restera proche d'Herzl jusqu'à sa mort, est l'un des rares à soutenir l'immigration des Juifs en Palestine au sein des autorités rabbiniques. Alors engagé en faveur de Dreyfus, favorable à l'immigration des Juifs en Palestine, Zadok Khan modifie aussi la manière finalement d'exercer sa fonction. Jamais à court d'idées nouvelles, il inaugure des conférences religieuses pour le jeune public le dimanche matin, spécialement à la synagogue de la Victoire à Paris. Il dirige aussi la traduction en français de la Bible à partir du texte hébreu, une traduction dite du rabbinat. Le premier tome est publié en août 1899, le deuxième le sera après sa mort en 1906, ainsi que l'édition dite de la jeunesse, une version abrégée en 2 tomes. Et puis Khan, un grand érudit qui participe aussi à l'élaboration de la Jewish Encyclopedia, publiée en langue anglaise à partir de 1906 et qui contient plus de 15 000 articles en 12 volumes. Officier de la Légion d'honneur, sa mort est donc une lourde perte. En hommage à son importante œuvre philanthropique, l'association Zadok Khan est créée et distribue depuis 1906 des bourses à des étudiants de conditions modestes. En 1907, Alfred Moïse Lévy, 67 ans, lui succède. Il est né en 1840 en Lorraine. Des 8 grands rabbins de France nommés depuis 1808, il est d'ailleurs le 3e à être né dans cette région. Alfred Lévy est né plus précisément à Lunéville, qui abrite une importante communauté juive au milieu du 19e siècle en Lorraine, avec 354 juifs recensés en 1866. Lunéville est à cette date la 18e communauté juive de France. Et il faut remonter quelques années aussi en arrière pour comprendre l'essor de la communauté juive de Lunéville, d'où est donc originaire Alfred Lévy. Une synagogue de Lunéville construite en 1785-1786, la première à avoir été édifiée dans le royaume de France depuis le XIIIe, voire même le XIIe siècle, à la suite de la permission du roi Louis XVI, qui va accorder cette faveur à la requête de l'entrepreneur, on va dire un petit peu star de cette ville, Abraham Yitzhak Brisac, qui malgré ses nombreuses activités commerciales a également créé dans cette ville une imprimerie hébraïque. À Lunéville se trouve d'ailleurs aussi le monument de l'abbé Grégoire. Ça vous dit peut-être quelque chose parce que ce curé d'une ville d'ailleurs toute proche de Lunéville a été dès les premières heures de la Révolution celui qui a réclamé l'affranchissement des Juifs, qui finit par aboutir, on s'en souvient, avec la loi du 27 septembre 1791, celle qui accorde les droits civiques et la citoyenneté pleine et entière aux Juifs. À noter qu'on peut toujours visiter la synagogue de Lunéville. Alfred Lévy quitte la Lorraine à l'âge de 20 ans. Il entre au séminaire israélite de France en 1860, qui vient tout juste d'être transféré à Paris après avoir été créé à Metz en 1829 sous le nom à l'époque d'École centrale rabbinique de Metz. Alfred Lévy, diplômé rabbin de Dijon, puis de sa ville natale de Lunéville et ensuite de Lyon à partir de 1880. À Lyon, une communauté juive est attestée dès l'Antiquité, mais après l'exil de 1420, il n'y a pas eu de présence juive pendant plus de 3 siècles avant un accroissement de la population juive dans cette ville, comme d'ailleurs ailleurs en France au cours du 19e siècle. Lorsqu'Alfred Lévy prend ses fonctions en 1880, cela fait seulement une trentaine d'années que la communauté juive lyonnaise se structure, Christophe. Oui, effectivement, il y a bien sûr pour beaucoup en œuvre
novembre 1849, un rabbinat communal était effectivement constitué, puis un consistoire régional avec plusieurs départements fondés en 1857 et puis bien sûr le point d'orgue. On peut dire c'est la grande synagogue du Catexit inaugurée en 1864. Donc quand Alfred Lévy, ça fait seulement quelques années que tout cela est mis en place à Lyon. Alors lui en plus sera influent et il sera membre un temps du conseil départemental de l'instruction publique dans le département du Rhône, nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1888. Il faut savoir que Alfred Lévy, donc avant de devenir grand rabbin de France, sera grand rabbin de Lyon pendant 27 ans. Voici d'ailleurs ce qu'il écrit en 1894 dans une notice sur les Israélites de Lyon. Je le cite: la communauté juive de Lyon se compose aujourd'hui de 1500 âmes environ. À quelques rares exceptions près, tous les chefs de famille contribuent aux nécessités du culte et à celles de la charité. Grâce aux efforts combinés de tous ses membres, la communauté compte aujourd'hui parmi les plus unis et les plus prospères du judaïsme français. Que Dieu la garde. Lorsqu'il est désigné à la tête du grand rabbinat de France, Alfred Lévy est le premier à ne pas être payé par l'État en raison de la mise en application de la loi de séparation de l'Église et de l'État votée en 1905. Et oui, effectivement, jusque-là, c'était l'État qui gérait tout cela. Et au début de la Première Guerre mondiale, on va dire que c'est vraiment là qu'Alfred Lévy va jouer un rôle très important. Rappelons que quand même 38 000 Juifs environ, on n'a pas les chiffres précis, seront mobilisés entre 1914 et 1918 sur les champs de bataille de l'armée française. Et Lévy établit une liste d'aumôniers militaires mobilisés sur le front et qui vont remplir plusieurs fonctions: veiller aux besoins spirituels des combattants, visiter les blessés, accompagner les mourants et les enterrer religieusement, et aussi pour s'assurer d'ailleurs que les tombes des Juifs ne soient pas profanées. Et pendant la guerre, Alfred Lévy édite aussi chaque année la Tefila du soldat, un livre de prière à l'usage des militaires israéliens en campagne. Et effectivement, Alfred Lévy le présente avec ces mots, donc à destination de ces militaires dits à l'époque israélites: pensez toujours à Dieu, invoquez son assistance dans toutes les vicissitudes de votre vie militaire. Dans la lutte surhumaine que vous livrez en ce moment, sa justice sera pour vous un bouclier et une cuirasse. Référence à cette phrase que l'on retrouve dans les psaumes. De plus, dans toutes les synagogues est récitée chaque samedi la prière pour la France que le grand rabbin a composée. Met un terme aux épreuves de la France, daigne lui accorder, après les brillants succès qu'elle a obtenus, une paix honorable et définitive dans le triomphe de la justice et du droit. Alfred Lévy est de plus en plus fatigué et c'est finalement un autre Lévy, Israël Lévy, rabbin adjoint depuis 1914, qui exerce la fonction de grand rabbin à présent, même si ce n'est pas officiel. Ils sont pas de la même famille, je le précise. Israël Lévy qui va lui aussi toutefois se mobiliser à sa manière pendant la Première Guerre mondiale. Lui est davantage un lettré, plus encore érudit même effectivement que Alfred Lévy. Et il va faire partie de cette commission historique dont on avait parlé, de recherche des documents sur les Israélites de France, qui a été créée pendant la guerre par le consistoire central israélite et l'Alliance israélite universelle, qui existait déjà à l'époque depuis plus de 50 ans, présidée par Émile Durkheim, le sociologue. Et bien le but est de recueillir toutes les informations pour savoir comment les Français d'origine juive se sont comportés dans la guerre qui a fait appel à toutes les forces du pays. En clair, c'est recenser le nombre de Juifs mobilisés dans les armées, les décorés, les blessés, les morts au champ d'honneur, pour prouver à leurs adversaires qu'ils les critiquent, qu'ils les épinglent, et bien que eux aussi combattent aux côtés de l'armée française. Alfred Lévy meurt, lui, à l'âge de 79 ans à Pau le 22 juillet 1919. Ses obsèques ont lieu une semaine plus tard au cimetière de Montparnasse. Et on peut lire effectivement dans la page au carnet, on va dire, du Figaro des deuils, ont eu lieu à 2h de l'après-midi au temple de la rue de la Victoire les obsèques de monsieur Alfred Lévy. Le rabbin Israël Lévy, donc son successeur, a officié et prononcé une émouvante allocution. Le baron Édouard de Rothschild, président de l'université israélite, fit devant le cercueil l'éloge du défunt. De nombreux rabbins de France étaient présents ou représentés. Des étudiants en très grand nombre de l'école rabbinique de Paris assistaient à la cérémonie. Merci beaucoup Christophe pour ce portrait consacré à Alfred Lévy, donc grand rabbin de France de 1907 à 1919. Et au prochain numéro, nous parlerons de celui qui lui a succédé justement et dont on a commencé à parler, Israël Lévy.